Welcome to The Late Show. I'm your host, Stephen Colbert. And ladies and gentlemen, we are exactly... Connu pour son esprit acéré et ses commentaires intrépides, Stephen Colbert n'est pas étranger au fait de faire la une des journaux. Mais cette fois-ci, il a franchi un nouveau palier. Qu'a-t-il dit exactement et pourquoi a-t-il suscité une réaction aussi massive? Restez à l'écoute pour découvrir pourquoi la dernière surprise de Stephen Colbert fait parler d'elle. Stephen Tyrone Colbert est né le 13,1964 mai à Washington, D.C., et a grandi à Charleston, en Caroline du Sud, en tant que cadet d'une fratrie de 11 enfants, en 1974, alors qu'il avait 10, Colbert a vécu ce qui a probablement été l'événement déterminant de son enfance. Lorsque son père et 2 de ses frères ont été tués dans un accident d'avion, il grandit dans l'introversion, trouvant du réconfort dans la lecture, en particulier dans les romans de science-fiction et de fantasy d'auteurs tels que J.R.R. Tolkien. Enfant, Colbert subit une opération ratée d'un tympan gravement perforé qui le rend sourd de l'oreille droite. Colbert prend sa déficience auditive au sérieux et s'amuse même à réaliser un tour de passe-passe. Il peut replier son oreille droite légèrement proéminente vers l'arrière et la remettre en place lorsqu'il cligne de l'œil. Colbert l'a montré à David Letterman il y a quelques années dans l'émission The Late Show, en plaisantant sur le fait que son oreille n'est qu'un accessoire. Le penchant naturel de Colbert pour l'humour et le jeu d'acteur s'est manifesté dès l'adolescence. À l'école épiscopale Porter God de Charleston, il participait aux pièces de théâtre de l'école, où il trouve un exutoire à sa créativité. À l'origine, il envisageait d'étudier la philosophie au Hampton-Sydney College en Virginie, mais il a finalement décidé que sa véritable passion était de la comédie, ce qui l'a amené à s'inscrire à la Northwestern University, où il s'est concentré sur le théâtre et a obtenu son diplôme en 1986, Après l'université, Colbert s'est installé à Chicago, où il a rejoint la troupe de comédiens Second City, où il a d'abord travaillé dans les coulisses. Il a ensuite pris des cours d'improvisation et a fini par rejoindre la troupe itinérante de Second City, se produisant dans tout le pays. C'est là qu'il a rencontré les humoristes Amy Sedaris et Paul Dinello, avec lesquels il a formé un partenariat créatif durable. Ensemble, ils ont créé et joué dans 2 comédies télévisées. Exit 57, Unspectacle as Sketches, et Strangers with Candy, une satire des émissions spéciales après l'école. En 1997, juste avant que Strangers with Candy ne soit repris par Comedy Central, Colbert a rejoint The Daily Show with Jon Stewart, où il a développé un personnage mémorable à l'écran en tant que correspondant conservateur. Son rôle dans le Daily Show lui a rapidement valu une grande popularité, jetant les bases de son ascension dans le monde de la comédie et ouvrant la voie à une carrière réussie à la télévision. Au début des années 2000, Colbert s'est fait un nom en tant qu'humoriste connu pour son humour satirique et désopilant, et sa carrière est sur la voie de la célébrité. À l'automne 2000, The Colbert Report a commencé à être diffusé sur Comedy Central. En tant qu'animateur de droite à mi-donné, Colbert parodiait les experts qui dominaient les ondes des talk shows. L'émission est immédiatement devenue l'une des plus populaires de Comedy Central, avec plus d'1 million de téléspectateurs par épisode dès la première semaine. The Colbert Report est une émission comique animée par Stephen Colbert. Les gens réfléchissaient profondément à la politique et à l'actualité tout en participant à cette émission, qui n'était donc pas seulement une activité amusante. Stephen a inventé un animateur conservateur qui était trop intelligent et pensait toujours avoir raison. Stephen Colbert est un autre nom pour cette personne. Il avait l'air et agissait très sérieusement, mais en réalité, il était une parodie amusante et exagérée de différents types de radiodiffuseurs. Stephen se moquait des législateurs et des médias en se faisant passer pour cette personne. C'était à la fois étrange et drôle. 6 mois après le lancement de The Colbert Report, Colbert a été l'orateur principal du dîner de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche en 26. Alors que le président George W. Bush et la première dame Laura Bush se trouvaient à quelques mètres de lui. Colbert s'est lancé dans une diatribe qui a laissé le public silencieux et divisé les critiques. Certains l'ont félicité,
D'autres ont déclaré qu'il avait franchi la ligne du manque de respect. Cependant, la controverse n'a fait qu'enflammer sa popularité. The Colbert Report est devenu une émission phare de Comedy Central, remportant plusieurs Emmys, dont les prix 2013 et 2014 de la meilleure série de variété. En avril 2014, après que David Letterman a annoncé son intention de prendre sa retraite en 2015, Colbert a été choisi pour le remplacer en tant qu'animateur du Late Show. Colbert a déclaré que sa participation à l'émission de David Letterman avait été le point culminant de sa carrière. Il a admis qu'il n'avait jamais imaginé qu'il suivrait les traces de Letterman, notant que tout le monde dans la télévision de fin de soirée admirait Dave en tant que leader. Colbert a ajouté qu'il était ravi et reconnaissant que CBS l'ait choisi pour ce rôle, commentant avec humour qu'il avait maintenant besoin d'aller meuler un trou dans ses dents de devant. Le Late Show a mis un certain temps à trouver sa nouvelle voix après la première avec Colbert le 8-20 2015 septembre. Mais il s'est finalement hissé au sommet de l'audimat grâce à l'habileté de l'animateur à manier l'humour chargé, surtout après que le président Donald Trump a commencé à dominer le cycle de l'actualité. Colbert s'est également fait connaître par des séquences récurrentes telles que Big, Questions with Even Bigger Stars, Grandes Questions avec des étoiles encore plus grandes, dans lesquelles il regarde le ciel avec son invité et se lance dans des hypothèses philosophiques absurdes. Au fur et à mesure qu'il s'habituait à son travail dans le Late Show, Colbert a trouvé une voix à laquelle les gens du monde entier pouvaient s'identifier. Il comprenait et appréciait l'histoire de David Letterman, mais il laissait aussi la place à sa propre marque d'humour, ce qui permet à la télévision de fin de soirée de rester fraîche et drôle. Le changement de Colbert a marqué le début d'une nouvelle ère dans sa carrière et dans la comédie de fin de soirée, où il a réussi à mêler des répliques drôles à des conversations sérieuses. Après que l'épidémie de COVID-19 a interrompu la production du Late Show en mars 2020, Colbert a fait la une des journaux en enregistrant des monologues depuis son porche, sa baignoire et d'autres endroits de sa maison. En juin 2023, alors que son contrat devait expirer à la fin de l'année. Colbert a signé une prolongation avec CBS pour rester avec la chaîne au moins jusqu'en 2026, Les détails financiers de l'accord n'ont pas été rendus publics, mais on pense que le salaire annuel de Colbert était de l'ordre de 15 millions de dollars sous son contrat précédent. Tout comme sa carrière, la vie privée de Colbert est pleine de rebondissements fascinants. En 1990, Colbert est rentré chez lui pour réfléchir à son avenir après avoir reçu un ultimatum de la part de sa petite amie de l'époque, le poisson ou l'appât. Il en a parlé à sa mère, qui lui a donné un sage conseil. Si tu ne sais pas, c'est que ce n'est pas bien. Le soir même où il a parlé à sa mère, Colbert a assisté à la première d'une comédie musicale au festival de Spoleto et a rencontré à l'improviste celle qui allait devenir sa petite amie. « Je ne l'oublierai jamais », a-t-il déclaré au journal. Je suis entré et j'ai vu cette femme de l'autre côté du hall et j'ai pensé, celle-là, juste là. À ce moment-là, je me suis dit que c'était fou. Vous êtes fou, Colbert. Et il s'est avéré que j'avais raison. La mère de Colbert se souvient également de cette nuit fatidique. Il a passé toute la nuit à lui parler. Colbert est marié à sa femme, Evelyn, depuis 1993, Ils ont 3 enfants. Une fille nommée Madeleine, née en 1995, ainsi que des fils, Peter, né en 1988, et John, né en 2002, Malgré des décennies de célébrité, la vie personnelle de Colbert semble tout à fait normale. Stephen et sa famille sont très à l'aise. On peut toujours le voir avec sa famille. La famille et la communauté ont toujours été importantes pour lui. Dans une interview accordée au New York Times en 2005, Colbert a déclaré qu'il avait une femme aimante et s'est décrit comme étant étrangement normatif. Il a indiqué qu'il faisait souvent la lecture à ses enfants le soir, ajoutant « Je suis très câlin, nous sommes très bêtes ». Colbert est apparemment un fervent catholique irlandais qui va à l'église tous les dimanches avec sa famille. Il est même connu pour enseigner l'école du dimanche lorsqu'il en a le temps. Il ne cache pas que ses croyances influencent ses opinions sur diverses questions morales et sociales. Il utilise sa foi pour rire du monde.
ce qui est la façon dont Colbert voit les choses la plupart du temps. Son ton amical et ouvert lui permettra d'avoir des conversations profondes sur la justice et la bonté. Colbert montre souvent ses talents de chanteur dans son émission. Mais saviez-vous qu'il est également lauréat d'un Grammy Award et qu'il joue à Broadway? Colbert a remporté un Grammy Award en 1929 pour A Colbert Christmas. Au cours de cette comédie musicale de Noël, il s'est révélé être un véritable artiste de la chanson et de la danse. La triple menace a même fait participer son ami Stewart à l'action, en chantant en duo dans ce classique instantané. Intéressé par Hanouka? Si Stephen Colbert est connu pour son humour et pour avoir fait sourire d'innombrables visages, peu de gens connaissent la profonde douleur qu'il porte dans son cœur. La tragédie qu'il a vécue vous laissera le cœur brisé. Lors d'une conversation profondément personnelle et intime sur la perte et le deuil dans le nouveau podcast d'Anderson Cooper, Stephen Colbert s'est ouvert sur l'importance d'apprendre à aimer ce que l'on aurait préféré ne jamais voir arriver. Le 11 septembre 1907, le père de Colbert et ses deux frères les plus proches en âge, Paul et Peter, étaient passagers d'un avion effectuant un court trajet entre Charleston et Charlotte, en Caroline du Nord. Le vol de la compagnie Eastern Airlines, opérant sur un petit DC-9er, comptait 82 personnes à bord et semblait effectuer une approche de routine sur l'aéroport municipal de Douglas. L'avion n'a jamais atteint Douglas et s'est écrasé à 3 miles de la piste prévue, sur une colline couverte de champs de maïs. Le matin était brumeux et l'équipage de l'avion, selon les enregistrements du cockpit, a perdu la notion de l'altitude. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de conditions météorologiques défavorables. Le vrai problème était que les pilotes n'étaient pas vraiment attentifs. Quelle que soit la cause de l'accident, il est catastrophique. Seules 13 des 82 personnes à bord ont survécu à l'impact initial. Au final, 72 personnes sont mortes des suites de l'accident. Parmi les victimes, James, Paul et Peter. Stephen Colbert a raconté que pendant des années, il a cru que la perte de son père et de ses frères était son nom secret. Il a expliqué qu'il aimait l'idée d'avoir un nom secret, un nom que personne ne pouvait vraiment prononcer parce qu'il représentait qui il était vraiment. Il a décrit ce nom secret comme étant magique et, pour lui, il était lié au chagrin causé par la perte tragique de sa famille. Après la perte inattendue de son père et de ses frères et sœurs, Stephen Colbert, âgé de 10 ans, a dû grandir avec sa mère en deuil. Pendant longtemps, dit-il, ils n'ont été que tous les deux. Mais le fait d'être témoin du chagrin de sa mère lui a appris à faire face à son propre chagrin. Il attribue à l'exemple de sa mère le mérite de l'avoir aidé à éviter l'amertume. Grâce à son exemple. Ne suis-je pas amère? Par son exemple. Elle ne l'était pas. Brisée. Oui. Amère. Non. Madame Colbert a expliqué que sa façon de faire face à l'immense douleur était de l'accepter. Il a dit qu'il avait dû apprendre à aimer la bombe et a décrit l'expérience de la perte de son père et de ses frères et sœurs comme une énorme explosion, qu'il a finalement appris à accepter. En l'absence de son père et de ses deux frères, Colbert a expliqué qu'il consacrait une grande partie de son temps à la lecture. Il a révélé qu'il lisait un livre par jour et qu'il dépensait tout son argent de poche en livres, demandant des livres pour chaque anniversaire, confirmation et Noël. La passion de Colbert pour la lecture n'est pas le seul aspect de sa vie d'adulte qui découle du temps passé avec sa mère. Il a admis que c'est le fait d'alléger l'humeur de sa mère après les épreuves qu'elle a traversées qui l'a d'abord attiré vers la comédie. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il a poursuivi sa carrière pour rendre sa mère heureuse, ajoutant qu'il avait un fort désir de remonter le moral d'une femme triste. Bien qu'il ait eu 10 ans lorsque son père et ses frères sont morts, Stephen Colbert avait presque le double de cet âge avant que la profondeur de leur mort ne le frappe vraiment. Il a admis qu'il n'avait pas vraiment ressenti cette perte avant d'être à l'université. Il a raconté qu'au cours de sa première année d'études, il avait commencé à peser près de 85 kilos, mais qu'à la fin de l'année, il n'en pesait plus que 75, se décrivant comme simplement vert et submergé par la tristesse. Colbert a émis l'hypothèse que la raison pour laquelle il lui a fallu tant de temps pour ressentir le poids de sa perte était qu'il ne vivait plus chez lui. Il a expliqué que lorsqu'il a finalement eu le temps d'être seul avec la réalité de son absence,
Il a été frappé de plein fouet. Elle a partagé avec lui que, bien que cela lui ait semblé long à l'époque, en regardant en arrière, il y a 48 ans, cela lui a semblé être un clin d'œil. L'expérience du théâtre a été totalement cathartique pour lui après des années très difficiles à l'école. Colbert explique que pendant cette période, il a pratiqué les techniques de Stanislavski et de Meissner, et qu'il a ainsi partagé sa douleur avec tous ceux qui l'entouraient. Il décrit cette pratique comme une forme de thérapie et un exercice de performance. L'impact tardif de la mort de son père et de son frère l'a peut-être frappé comme une tonne de briques à l'époque, mais il a depuis appris à vivre le deuil d'une manière complètement différente. Il a déclaré plus tard, « Le chagrin est une chose à part. Ce n'est pas comme s'il était en moi et que j'allais m'en occuper. Si vous essayez de l'ignorer, c'est comme un loup à votre porte. » Colbert attribue à sa mère le mérite d'avoir façonné sa vision de la vie. Il a expliqué qu'il n'était pas amer à propos de ses expériences d'enfance et que sa mère avait joué un rôle clé en l'empêchant de ressentir cela. Selon Colbert, elle lui a appris à être reconnaissant de la vie, quelle qu'elle soit. Il a ajouté que sa mère l'avait aidé à comprendre que le soulagement de la douleur par Dieu n'est pas l'absence de douleur, mais que la douleur elle-même peut être un cadeau. Cette leçon lui a été utile plus tard dans sa vie, lorsqu'elle a été confrontée à une autre perte difficile. En 2013, Colbert a perdu sa mère, Lorna, décédée à 92, Lorsqu'il est revenu à son émission après les funérailles de sa mère, il a rompu avec son personnage, interrompu son interprétation de l'animateur de talk-show de droite loquace qu'il jouait depuis The Daily Show, et a prononcé un monologue en larmes en hommage à sa mère. Colbert a attribué une grande partie de son succès à sa mère, déclarant « Lorsque vous regardez cette émission, si vous m'aimez aussi, c'est grâce à ma mère. » Il a ensuite donné des détails sur son passé et sur la manière dont il l'a façonné. Elle a rappelé qu'elle s'entraînait pour devenir actrice lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle apprenait à ses enfants à faire des chutes en faisant semblant de s'évanouir sur le sol de la cuisine. Il l'a décrite comme une personne drôle, soulignant que sa nature enjouée avait influencé son propre sens de l'humour. Colbert a ensuite expliqué comment il avait surmonté l'épreuve de la perte d'être cher et a ajouté que, lors de sa dernière conversation avec elle, il ne s'était souvenu que d'une prière d'enfant qu'il avait l'habitude de dire à ses frères et sœurs à l'heure du coucher. Son meilleur souvenir était celui d'une jeune mère bordant ses enfants. Nous étions la lumière de sa vie, et elle nous l'a fait savoir jusqu'à la fin. Colbert a conclu son discours en déclarant que sa mère voulait qu'il continue à travailler, et c'est ainsi que l'épisode s'est poursuivi. Qu'est-ce qu'on retire de la perte? A-t-il demandé de manière rhétorique lors de sa conversation avec Cooper. On prend conscience de la perte d'autrui, ce qui permet de se rapprocher de cette personne, d'aimer plus profondément et de comprendre ce que c'est que d'être un être humain s'il est vrai que tous les humains souffrent. Depuis son premier épisode en 2005, le Colbert Report a surtout servi à nous faire rire. Mais Stephen Colbert, aussi bien dans son personnage ultra-conservateur exagéré que dans sa personnalité normale, a eu un impact culturel qui va au-delà de quelques rires. Plusieurs humoristes ont joué un rôle important dans la promotion du rôle central de la satire dans le discours public d'aujourd'hui. Mais Stephen Colbert pourrait bien avoir été l'un des plus importants de tous. Le personnage de Colbert a offert au public un certain nombre de caractéristiques uniques de la comédie satirique. Tout d'abord, et c'est peut-être le plus important, Colbert a joué un rôle d'hyper patriote. Colbert, ainsi que la Colbert Nation, son public de fans inconditionnels, ont proposé une alternative à la fois drôle et nuancée. De plus, en jouant le rôle d'un expert, Colbert a pu critiquer les dangers de la nature hyperbolique, conflictuelle et incendiaire de la plupart des experts. À maintes reprises, Colbert a rappelé aux téléspectateurs qu'une nation qui vote par peur n'est pas une démocratie saine. Cela nous amène directement à un troisième aspect crucial de son caractère. La manière unique dont il encourageait la pensée critique et le discours engagé. L'une des principales caractéristiques de la satire de Colbert est la façon dont il s'efforce d'exposer les fautes de logique, les arguments erronés et les faux binômes. L'un des meilleurs exemples en est son segment récurrent, The Word,
dans lequel Colbert prononce un monologue préparé, tandis que des puces de texte clignotent sur un graphique à sa droite. Il a forcé le public à naviguer dans ces informations d'une manière qui était critiquement engageante. Pour trouver l'humour, le spectateur devait identifier l'hypocrisie, la langue de bois et les jeux de mots. Stephen Colbert a eu un impact considérable sur une nouvelle génération d'acteurs et de satiristes. Son mélange unique de connaissances politiques et d'humour encourage les humoristes, en herbe à aborder des sujets difficiles d'une manière compréhensible pour le public. En combinant habilement comédie et analyse, Colbert a montré qu'il pouvait susciter l'intérêt du public tout en abordant des questions importantes. Ce projet a inspiré de nombreux humoristes en herbe. Car ils savent que la comédie peut être un outil puissant pour changer la société. Colbert a fait comprendre aux gens que parfois, lorsque tout va bien, la satire combinait la comédie avec juste ce qu'il faut de perspicacité politique et d'énergie populiste pour faire une réelle différence dans la manière dont le public comprend les questions sociales les plus pressantes du moment.